petit disclaimer, ce Wake Up Café n'a pas été généré par une IA générative. OK. Alors, bonjour à tous. Donc je vais me présenter. Donc je suis Claire Bellamy, associée au sein du cabinet OnePoint et je suis ravie de vous accueillir pour, ce nouvel épisode, des Wake Up Café. Pour rapidement, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas le concept, c'est des rendez-vous qu'on organise, plusieurs fois dans l'année, au sein du collectif Product de chez OnePoint et en fait, ça permet d'échanger avec, des experts du produit sur, différents sujets, autour du product management afin de progresser et renforcer son expertise. Heu, Aujourd'hui, on va parler, d'IA, heu et du coup, je suis ravie, d'accueillir, Xavier Galewowski, Jean-Baptiste Latouche et David Dupuis, qui sont également consultants product chez OnePoint et qui vont venir nous parler du coup de l'IA et plus particulièrement de son utilisation appliquée au métier du product. On va s'appuyer du coup sur, 3, principales manières d'utiliser, ChatGPT, que nous illustrerons à chaque fois, par, des cas d'utilisation concrets, heu et simples à appliquer, pour vous permettre, à vous aussi, de devenir un expert, de ChatGPT. Alors, avant de commencer, un petit rappel des bonnes pratiques. Merci de couper vos micros, vos caméras, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra en fin d'intervention. Alors Xavier, Jean-Baptiste, David, merci de prendre le temps de nous partager votre expérience. Pour commencer, je vous propose, de vous présenter. Merci Claire. Et alors du coup, en tour de table rapide, Xavier Galezowski, moi je suis leader chez OnePoint et je porte deux expertises, une expertise en product management et une expertise en IA, notamment IA générative, dont on va parler dans quelques secondes. Je passe la main à JP que je vois connecté Merci, aussi. Xavier. Moi, je suis associé chez OnePoint et donc du coup, je travaille pas mal sur l'expertise autour du prompt engineering, appliqué donc dans différents contextes. Après, spécifiquement, moi, c'est vrai que je suis plus dans les médias, mais du coup, voilà, dans le prompt engineering et l'IA générative au global avec Xavier. Et du coup, je passe la parole à David. Merci, donc moi c'est David Dupuis, je suis associé de product chez OnePoint. Ma particularité, c'est que contrairement à JB, je suis plutôt data product owner, donc vous verrez que mes use cases sont beaucoup plus techniques sur l'utilisation de l'IA générative et ma passion, c'est, la data et l'IA en général, et voilà. Merci. OK, merci beaucoup. Xavier, je te propose, de nous expliquer, avec tes mots, ce que c'est l'IA générative et comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est un concept, qu'on maîtrise pas tous. Je te remercie Claire. Effectivement, avant qu'on rentre dans le détail de comment utiliser ChatGPT, je crois qu'il y a quelques éléments qu'il faut que vous ayez bien en tête pour recadrer les bases ensemble. Le premier, c'est la différence entre une programmation classique et ce qu'on appelle le machine learning. Vous avez bien en tête ça. La programmation classique, qu'est-ce que c'est? C'est je donne finalement à un ordinateur de la data, donc ce qu'on appelle un input, et des règles. Typiquement, si je veux programmer une calculatrice, je vais lui donner comme input, par exemple, 7 fois 3, et puis des règles pour que l'ordinateur puisse me sortir la réponse 21. En machine learning, on a une approche qui est différente, où en fait l'objectif, c'est que ce soit l'ordinateur, entre guillemets, qui apprenne par lui-même. On va lui donner l'input, donc 7 fois 3, on va lui donner l'output 21, et on va lui dire, débrouille-toi pour me trouver les règles. Et c'est là où en fait on arrive sur des modèles qui sont beaucoup plus puissants que des modèles de programmation classiques, où on est capable d'aller faire des corrélations entre des données que on n'aurait pas été capable de programmer par nous-mêmes. Si tu veux bien passer à la prochaine slide. Voilà. Juste pour remettre un petit peu de contexte historique, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Les premiers neurones artificiels ont été créés en 1956, donc c'est vraiment pas quelque chose qui est très récent. Vous en avez peut-être entendu parler plus récemment, mais globalement, voilà, tout ce qui est machine learning dont on vient de parler, ça date plutôt de la fin des années 90. On est arrivé sur du deep learning. Alors le deep learning, c'est simplement des réseaux de neurones qui ont plus de 3 couches, c'est tout. Mais le deep learning, on a commencé à en faire depuis 2017. Et vous voyez qu'il y a eu une accélération très, très importante ces dernières années, avec notamment l'arrivée de l'IA générative en 2021, dont vous avez a priori tous entendu parler aujourd'hui. Et alors pourquoi c'est une révolution? Donc comme on l'a vu, il y a eu plusieurs types d'IA
jusque-là, un monde où on n'avait d'abord pas d'IA, puis après un monde où on avait des IA plutôt descriptives, puis prédictives, puis prescriptives. Et en fait, la différence entre tout ça, c'est que dans ce cheminement-là, on a eu une complexité d'appropriation qui était de plus en plus importante. Et donc, on avait besoin d'avoir des data scientists pour interagir avec ces IA. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on est tous autour de ce call, c'est notamment parce que les IA génératives ont une particularité. On peut interagir avec ces IA en langage naturel. Donc, on a une complexité d'appropriation qui a grandement diminué, ce qui fait que tous les métiers, tous les gens, même hors technique, peuvent aujourd'hui interagir avec ces IA, d'où la valeur disruptive. Et c'est ce qui fait que ChatGPT, par exemple, a atteint les 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, en devenant ainsi le produit avec l'adoption la plus rapide au monde. Donc j'espère que vous êtes convaincus qu'on a une vraie révolution. Ce n'est pas une révolution technique, parce que la recherche autour du langage, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. En revanche, c'est une révolution par les usages. Et donc des gens comme vous qui êtes côté produit, comme nous d'ailleurs, parce que je m'inclus aussi là-dedans, vous avez bien en tête qu'on a une vraie révolution de l'usage. Ok, très clair. Si on doit s'en donner une définition rapide, et puis après on va passer à autre chose, l'IA générative, c'est donc une branche de l'intelligence artificielle, on l'a vu tout à l'heure, qui vise à créer des modèles qui sont capables de générer du contenu. Donc ça peut générer des images, des textes, des sons, des vidéos, de la 3D, enfin voilà, de manière autonome. C'est pas des IA dites discriminatives, c'est-à-dire qu'ils sont là pour classer ou catégoriser la donnée. Les IA génératives sont vraiment là pour créer de nouvelles choses à base de données qu'elles ont, de créer de nouveaux éléments sur la base de données sur laquelle elles ont été entraînées. Et donc, elles utilisent des algorithmes basés sur des réseaux de neurones pour apprendre à partir de données existantes et produire des sorties originales en utilisant cette compréhension préalable. Donc, il pourrait exister d'autres définitions de l'IA générative. Celle-là, c'en est une première, on va dire. Euh, Ce qui est important à avoir en tête, c'est ça, c'est qu'on génère en fait de la donnée qui n'existait pas au préalable. Et je crois que là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la partie source de compréhension. Du C'est coup, en ça. quoi ces IA génératives sont une source de compréhension? Claire, je te laisse la main. C'est ça. Ouais, c'est du coup on a dit qu'on allait dérouler l'intervention là sur les 3 méthodes les plus répandues d'utiliser ChatGPT. Donc forcément, la source de compréhension, c'est celle qui est la plus commune, utiliser ChatGPT un peu comme une encyclopédie. C'est vrai que ça peut se révéler être une source extraordinaire pour explorer de nouveaux concepts, comprendre des choses qui sont un peu abstraites. Toi, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'IA peut nous aider à maîtriser des concepts, une méthodologie, un framework lié au product management? Écoute, carrément, je peux essayer de t'expliquer ça. Mais déjà, Claire, je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà fait un story mapping? Tu sais ce Alors, que je c'est? connais le nom, mais non, j'en ai jamais fait. Je ne saurais pas comment en faire. Et voilà, justement, ma deuxième question, c'est si tu devais en faire un, comment est-ce que tu ferais pour savoir ce que c'est? Je pense que j'irai sur Internet, je demanderai à des collègues comment s'y prendre. Euh, voilà. Beh, écoute, moi, aujourd'hui, je peux essayer de te donner, une façon de faire qui va te permettre de pas chercher sur internet et de pas déranger tes voisins, pendant une journée de travail. En fait, aujourd'hui, ChatGPT, il peut te permettre, de travailler sur plein de thématiques différentes et surtout plein de typologies d'ateliers, juste en promptant ou en mettant une commande, parce que le prompt, c'est une commande finalement, à travers donc le modèle d'IA générative. Donc aujourd'hui, on travaille sur le story mapping et le découpage de user story, seulement parce que c'est des sujets sur lesquels le PO, moi en tant que PO, product owner, c'est des sujets sur lesquels je travaille. Mais on peut travailler sur tout type d'atelier. Donc par exemple, pour le story mapping, ce qui est assez simple, c'est de pouvoir dire à ChatGPT, donne-moi une définition du story mapping. Donc ChatGPT va répondre finalement en donnant des steps et une façon de faire du story mapping. Et ensuite, on inclut notre cas concret directement basé sur la définition que ChatGPT nous a donnée. Et finalement, en fait, on va avoir, sans avoir fait l'atelier, un résultat d'un atelier de story mapping avec le cas que nous, on a réalisé. Alors, vous allez me dire certainement que potentiellement, il devrait y avoir des résultats pas très fiables, le format pas très bon. C'est justement pour ça que ChatGPT est très fort, c'est qu'aujourd'hui, on peut fine-tuner le prompt, donc la commande que l'on envoie, et continuer à donner du contexte pour arriver finalement à un résultat qui nous convient. Car il y a vraiment une chose qu'il faut comprendre avec l'IA générative conversationnelle et surtout sur le prompt en lui-même, c'est que l'important, c'est pas que le résultat soit forcément le plus fiable possible ou le plus complet, c'est que le résultat vous convienne à vous et que vous puissiez l'utiliser au quotidien. Voilà, Ah oui, donc pour un story mapping, tu peux faire ça. ok. Ah, c'est top, j'ai appris quelque chose. Merci.
Et est-ce qu'il y a d'autres façons d'utiliser ChatGPT justement pour comprendre de nouveaux concepts? Alors oui, comme on a vu, donc on a des cas concrets avec, de product ownership pur. Donc c'est plutôt le cas de JB qui va utiliser ce genre de choses pour développer des roadmaps ou par exemple, créer une business model canvas. Et donc là, on peut par exemple, on va d'abord expliquer le contexte. Ça, c'est hyper important pour l'IA générative, pour prendre le rôle et le contexte de la question. Et ensuite, on va dire, par exemple: «Crée-moi une roadmap avec des jalons, et il faut que l'objectif de cette roadmap soit ceci», hein. On peut dire: «Donne-moi d'après, un contexte spécifique, le business canvas, correspondant». Moi, dans mon cas, je suis plutôt, sur l'aspect, technique de la data et donc, par exemple, ça va m'intéresser, de comprendre comment est-ce qu'on peut faire certaines choses pour faire de la documentation sur Confluence, que je trouve vraiment très, très pratique. Donc, je peux également l'utiliser, par exemple, pour chercher à comprendre, comment fonctionne une API ou comment fonctionne, enfin, qui n'a pas été mis à jour depuis 2021, c'est une des conditions et également, par exemple, une documentation technique, un outil et cetera. Ou par exemple, dans le cas où, dans mon équipe, récemment, on a mis en place une méthode de priorisation WAJF. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller sur ChatGPT et lui demander de vous expliquer la méthode de priorisation WAJF. Voilà, c'est hyper pratique pour ce genre de choses. Pas besoin d'aller chercher, 3 000 articles en ligne et comme on a dit JB, d'embêter ses collaborateurs, qui ne savent peut-être eux-mêmes pas toutes les subtilités, dans la question, qui est posée. Et bien sûr, l'idée de tout ça, c'est d'utiliser les bonnes pratiques de prompt, c'est-à-dire le message qui est envoyé à l'IA pour en tirer le meilleur parti. Donc, vous pouvez poser une question lambda, tout comme vous pouvez travailler votre question en contextualisant, en demandant l'IA de prendre un rôle spécifique et de vous fournir un objectif très spécifique. C'est à votre, c'est selon ce que vous attendez de l'IA, que vous allez travailler votre prompt. Et juste pour rebondir, David, sur ce que tu dis là, hein, quand on demande à ChatGPT de nous expliquer un concept, parfois l'explication peut être encore un peu complexe. N'hésitez pas à lui demander de faire une analogie, ça marche très très bien et ça permet d'aller explorer des concepts qui sont parfois un peu complexes pour nous et d'en saisir le sens global avant d'aller dans le détail. Ouais, vous Je pouvez referme la dire parenthèse non, non, et c'est n'hésitez On pas à faire va, ça. on va, ouais, vous pouvez dire, «Expliquez-moi, expliquer à une personne non technique, ce que est ce sujet». Voilà, vous pouvez dire aussi ça, c'est, une façon de contextualiser, ouais. Alors, la seconde manière du coup d'utiliser ChatGPT, c'est en tant que levier d'accélération. Heu, c'est vrai qu'on peut l'utiliser, voilà, pour nous faire gagner du temps. En tant que product owner, on est souvent amené, voilà, à rédiger des US, là, c'est vraiment, ça occupe une grande partie de notre temps. Du coup, comment alors attendez, toi JB, comment non, pardon, ça toi, ça c'est, du coup, tu le fais plus, c'est ce que tu m'avais expliqué. je le Du fais coup, moi. est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour que ChatGPT rédige tes US? Alors, merci, Claire. En effet, alors c'est pas que je le fais plus, c'est que je le fais moins et justement, pour rebondir sur ce que disaient Xavier et David juste avant, en effet, l'analogie, ça marche vachement bien. Alors pourquoi? Aujourd'hui, quand je travaille, sur, mon produit et que je fais des user stories, en fait, pour pouvoir en créer des nouvelles, je me base sur celles que j'ai déjà faites. Donc là, par exemple, sur le petit schéma que vous avez, c'est un schéma très simple. En fait, si vous donnez plusieurs exemples et votre contexte et des éléments de votre user story, alors bien attention, enfin attention, disclaimer, toujours anonymiser ces données, très important. Ça vous donne finalement un résultat qui déjà de base serait à peu près pertinent. Alors vous allez me dire, c'est si simple que ça, est-ce qu'on peut juste faire des user stories en faisant un prompt? Alors honnêtement, moi ma réponse c'est de vous dire oui. Oui, si vous avez, enfin, si vous souhaitez que je vous aide à créer vos user stories via ChatGPT, honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Mais alors, du coup, tu peux passer à la slide suivante. Par contre, il y a 2 choses à bien comprendre sur ChatGPT, c'est que pour pouvoir optimiser et fiabiliser son résultat, moi, je vous propose 3 techniques entre guillemets. La première, c'est l'autocritique. C'est marrant parce que dans notre culture en général et même en tant que consultant, on est vraiment amené à souvent avoir des feedbacks, enfin en tout cas demander du feedback. Et ben finalement avec ChatGPT, c'est la même chose.
on va lui donner du feedback sur ce qu'il a fait et on va lui demander un propre feedback sur sa propre sortie. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir tous les angles morts qu'il n'aurait pas forcément mentionné de base dans la user story que vous aurez écrite. Aussi l'itération, bien évidemment, hein. Il faut savoir que ChatGPT, c'est un modèle qui s'entraîne. Donc, plus vous allez lui donner, entre guillemets, des prompts, plus il va s'entraîner et il sera pertinent à la fin. Et finalement aussi, on est tous d'accord qu'en fonction de notre entreprise et du contexte dans lequel on travaille, on n'a pas forcément le même format de user story. Moi, je sais que mes user stories, quand je suis arrivé chez mon client, c'était très clair, on avait une façon de faire. Et cette façon de faire doit être respectée tout simplement pour garder la cohérence de l'équipe et même de l'équipe Scrum en général. Et ce format, on peut l'inclure dans le prompt. On peut demander à ChatGPT de prompter des choses qui sont exactement comme nous, on le souhaite. Alors, tout ça, toutes ces histoires de prompt et le prompt en lui-même, je pourrais vous en parler des heures, mais je pense qu'il faut plutôt comprendre que ces trois techniques, l'autocritique, l'itération et le formatage, c'est ça qui pourra vous donner les bons leviers pour créer vos user stories et finalement avoir du temps pour prendre des cafés avec vos collègues au lieu de faire des user stories, globalement. Ok, ouais, c'est super clair. Ouais, donc en plus en fait de te faire gagner du temps, ça tu vois, c'est quelque chose on ne pense pas forcément. Ça te permet en fait de challenger en fait ce que tu as écrit et du coup en fait de progresser sans forcément présenter ton travail à un collègue, quoi. En fait, tu t'auto-challenges avec ChatGPT. Euh, Est-ce que du coup il y a d'autres façons pour utiliser ChatGPT et gagner du temps par rapport à nos activités de product? Exactement. Donc, comme vous en doutez, il y a beaucoup d'autres use cases. Alors, comme dit JB, les méthodes de prompting s'appliquent et peuvent varier entre les différents use cases. Typiquement, j'utilise beaucoup. Alors, je vais venir, on viendra à la question à la fin, mais donc, pour Sylvain qui pose la question entre l'anglais, moi, j'utilise beaucoup l'anglais. Donc, je les ai traduites ces questions, ces prompts pour vous. Mais par exemple, typiquement, je demande à ChatGPT de m'aider à écrire du code SQL pour BigQuery. Parfois ça varie donc et je peux le relancer donc je peux dire, bah, une fois qu'il m'a expliqué le code, est-ce qu'il peut me permettre de modifier le code pour que je cherche par exemple, si les identifiants sont bien, communs entre différentes filiales, dans ma société, hein. Et ça, c'est vraiment, c'est incroyablement, puissant puisque, parfois il t'explique un code qui est incompréhensible et il est capable de t'expliquer donc comment fonctionne, ta donnée juste à partir de ta requête et ensuite, d'optimiser, de proposer une requête qui fonctionne. Je fais la même chose avec, par exemple, un fichier YAML. Donc si vous faites des contrats d'interface, il peut t'expliquer comment ça fonctionne, donc ça te permet d'aller encore plus vite, sur l'écriture. J'ai jamais essayé de lui fournir le fichier CSV, de lui demander de me générer un contrat d'interface, mais j'imagine que c'est faisable. Et en termes de product ownership, plus fonctionnel, on peut faire des use cases sur des user stories. Comme on sait, si l'aspect livrable est hyper important, ou par exemple, les critères d'acceptance, donc tout ça, c'est vraiment un outil, très puissant si on veut l'utiliser pour aller plus vite, soit pour générer du contenu. Donc si vous faites de la documentation, vous pouvez également, générer énormément de contenu pour aller plus vite. Des user stories, des epics, une roadmap, enfin voilà, vous évitez de perdre, 2 heures à faire un travail qui peut être fait en 20 minutes, hein. Ok, ouais, merci pour ces précisions. Et peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, David, là, on était sur une utilisation, on va dire «personnelle» entre guillemets de ces IA. Ayez aussi en tête que des outils, enfin les outils que vous utilisez, Jira notamment, Confluence et cetera, il y a, une intégration de l'IA qui est en train de se faire nativement dans ces outils. Atlassian est en train de déployer ça. Je vous mettrai le lien dans la conversation vers une vidéo de présentation de tout ça. Donc petit à petit, ces éléments-là seront intégrés aussi dans vos process. Et donc le fait de combiner les 2, c'est là où vous allez avoir vraiment un gain de productivité très intéressant. On termine du coup par la troisième méthode d'utiliser ChatGPT. C'est vrai que en fait, on n'y pense pas forcément, mais ça peut être hyper utile pour nous aider à développer notre créativité, trouver de nouvelles idées, brainstormer sur des sujets. Euh, D'ailleurs, toi, Jean-Baptiste, est-ce qu'on, enfin, je me posais une question, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour nous aider à améliorer voilà, des interactions entre les collègues ou à faciliter la recherche d'un consensus? Beh, écoute, c'est marrant que tu m'en parles parce que justement, alors chez mon client, j'ai pu avoir
une problématique humaine. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé avec ChatGPT de résoudre ce sujet avec, enfin justement en lui demandant des trucs. Et il s'agit en fait que ChatGPT peut vous donner une ligne directrice pour gérer des interactions, humaines. C'est hyper intéressant parce que finalement, c'est pas un sujet sur lequel on va rendre des slides ou on va créer des choses spécifiquement, sur un ordinateur, mais c'est plutôt ça va vous donner en fait les clés pour pouvoir avoir les bonnes réactions, au bon moment. Donc ce que je peux vous expliquer un peu, c'est que finalement, il y avait un peu une gestion de conflit autour du cadrage de spécifications fonctionnelles, donc qui devait les faire, pourquoi, comment, et cetera. Et en fait, en donnant du contexte à ChatGPT, et en récupérant la démarche en fait qu'il a pu prompter, il a explicité une démarche concrète d'approche du sujet pour moi, envers l'équipe avec qui je travaillais, pour justement traiter ce sujet. Alors, on peut passer à la slide suivante. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT, dans ces sujets-là, va faire émerger des besoins. Va faire émerger des besoins, des pain points, qui potentiellement, dans le conflit en lui-même ou dans l'interaction, parce que ce n'est pas forcément un conflit, ils n'étaient pas forcément visibles. Et tout ça, ça va amener à des solutions soit organisationnelles, donc des solutions humaines, donc travailler par exemple sur des nouveaux ateliers, des typologies d'ateliers, des nouveaux process. Peut-être que en fait, le process de rédaction des spécifications fonctionnelles n'est pas bonne, mais aussi des solutions techniques, donc sur des outils. Donc peut-être qu'un outil aurait été intéressant d'être utilisé pour créer ces spécifications, une méthodologie aurait été intéressante à adopter. Donc en fait, finalement, ChatGPT, au-delà de la création, de l'accélération et surtout de la compréhension des sujets, ça peut vraiment vous donner une opportunité d'innover, de réfléchir sur des sujets qui potentiellement auraient, si on se mettait des œillères, auraient un peu des conclusions compliqué. Donc, l'idéation à travers ChatGPT peut se faire sur, beaucoup de scopes. Donc là, c'est un exemple et David va vous en expliquer un peu plus juste après. Mais, il faut bien comprendre que n'importe quelle typologie de sujet, peut être traité par ChatGPT. Alors, vous imaginez bien qu'avec la compréhension, l'idéation et la compréhension, l'accélération et l'idéation, on n'a pas besoin d'avoir une conversation qui fait chaque élément. Donc c'est comme ça qu'on l'a découpé pour vous le présenter plus clairement. Mais en fait, au sein d'une même discussion, vous pouvez bien évidemment avoir ces 3 leviers, hein, où vous pouvez commencer par poser des questions pour mieux comprendre un sujet, ensuite poser des questions pour accélérer votre travail et ensuite même remettre en cause ce travail, cette façon de faire avec l'idéation. Donc là-dessus, par exemple, ça a été mon cas sur la méthode de priorisation WSJF, hein, où en fait, je voulais que ça s'applique un peu plus à mon contexte. Donc d'abord, je voulais comprendre, mais ensuite, je voulais contextualiser seulement après avoir compris comment ça fonctionnait, hein. Et là, je peux dire: «Tiens, est-ce que dans ce contexte-là, il n'y a pas quelque chose que je peux faire en plus?» hein? Pareil, c'est la documentation, quelque chose sur quoi je travaille beaucoup, chez le client. Et là, pareil, je peux dire: «Elle est structurée comme ceci. Est-ce qu'il y a une autre méthode? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a loupé dans notre façon de faire?» Et on peut faire la même chose à la fois sur, les personas, sur les besoins d'un client. Les critères d'acceptance, c'est une super question qui se pose. Y a-t-il quelque chose que j'ai raté? Et ça, ChatGPT peut vraiment proposer des idées hyper intéressantes sur du data quality testing également. Et bien sûr, vous pouvez poser des questions d'idéation sur des conflits humains. Alors, j'ai plus eu du mal, donc on a peut-être sur certains éléments, sachant que ChatGPT ne peut rien inventer en soi. Il génère il retraite de l'information qu'il possède, mais il ne sera pas capable, d'inventer un truc, qui n'existe pas, enfin, même s'il est capable de vous accompagner dans votre brainstorming. Je ne sais pas si si cet aspect est clair. Et tu peux nous citer, parce qu'il y a une question qui a été posée, par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut, enfin, dans quel cas il ne faut pas utiliser ChatGPT? Sur quoi il n'est pas bon? Ton Bah, il expérience, faut c'est pas sûr lui que demander de vous inventer un truc, qui n'existe pas. J'ai essayé, ça ne marche pas très bien. ouais. Par contre, vous pouvez le challenger sur, est-ce que votre idée est innovante, et voir creuser. Ça, je sais que c'est un frein. Bah, après, je sais pas si JB et Xavier, vous avez vous quelque chose sur lequel vous avez, rencontré un obstacle? Alors moi, je mettrais, peut-être, quelques éléments en complément de ça. D'abord, faire très attention à la véracité de la donnée. Si vous attendez à avoir de la donnée qui soit réelle, il faut vraiment bien savoir cadrer, ChatGPT. Faites attention aussi à la donnée que vous mettez en input dans vos prompts, parce que à moins d'avoir fait un opt-out pour ne pas que votre donnée soit réutilisée, il y a de fortes chances qu'elle soit réutilisée
entraîner les prochains modèles. Donc faites très attention à la confidentialité de la donnée. Et donc moi, s'il y a un cas dans lequel j'utiliserai pas de ChatGPT, c'est justement sur la donnée confidentielle. Alors sachant qu'il y a l'utilisation de ChatGPT et l'utilisation de Azure Copilot, hein, qui sont, 2 choses, différentes, enfin pas sur l'IA en soi, mais sur l'anonymisation et la protection des données. Ça, tu connais plus, Xavier. Ouais, alors tout à fait, effectivement, pour dire un mot là-dessus, là où tu as raison, c'est que si vous voulez utiliser de la donnée confidentielle, vous pouvez le faire. Simplement, il faut que ce soit dans une instance Azure. C'est un produit qui est proposé par Microsoft et dans lequel vous avez la certitude que votre donnée ne sera pas réutilisée et qu'elle vous reste propre. Effectivement, dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Mais là, si on se parle spécifiquement de ChatGPT, faites très attention. Idem pour Bard, faites très très attention à ce que vous mettez dedans. Votre donnée est envoyée aux États-Unis, analysée et réutilisée. Après aussi, on peut demander à ChatGPT ce qu'il ne faut pas faire avec. Sinon, un prompt pour lui Est-ce demander, qu'il va te c'est répondre de manière honnête? Et JB, est-ce que toi, tu as utilisé Bard? Est-ce que tu serais capable de donner une comparaison? Alors oui, j'ai utilisé Bard. Alors Bard, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est, donc le ChatGPT côté Google, qui a été, donc «réalisé» entre guillemets pour nous, récemment et donc en fait, c'est un peu la même chose que ChatGPT, sauf que bon, c'est fait par Google. Alors, bah, de toute façon, comme on vous disait tout à l'heure, hein, l'IA générative conversationnelle, bah, en fait, c'est un athlète qui s'entraîne et du coup, plus il est entraîné, plus il fait des choses bien. Bon, bah, Bard, il est certainement un très bon athlète, mais aujourd'hui, il n'est pas très, très entraîné. Il a fait certainement qu'un seul 400 mètres dans sa vie et donc potentiellement, quand on lui met des prompts sur certaines choses, on mettra en fait plus de temps à avoir un prompt, à avoir une sortie d'un prompt pertinent, entre guillemets, ou alors qui nous convient par rapport à ChatGPT. Mais en tout cas, c'est mon avis. Moi, dans mon humble test, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, potentiellement, il aura peut-être vocation à être plus utilisé plus tard, mais aujourd'hui, on voit quand même, je trouve, la différence. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai jamais utilisé Bard, je pourrais pas vous dire. Hem, je veux juste relancer sur, la question de Sylvain auquel j'avais pas tout à fait répondu. Moi, j'utilise pas mal, ChatGPT, en anglais. J'ai fait des tests en français, j'ai pas observé de différence notable, si ce n'est que, moi, je suis plus à l'aise, en anglais, parfois dans mes questions et dans mes compréhensions. Enfin voilà, et donc parfois c'est plus facile pour moi de poser des questions, mais je sais pas JB si toi-même tu as fait des tests là-dessus, hein? Sur quoi, pardon? Parce que je L'anglais et le t'entends. français, hein? Alors, aujourd'hui, il y a 5 langues, je crois, qui sont, utilisées, enfin, qu'on peut utiliser pour ChatGPT. En fait, encore une fois, la complexité de la sortie d'une IA générative vient du prompt. Donc, quel que soit le langage que vous allez utiliser, en fait, finalement, c'est le sens du mot qui, lui, aura dans la langue dans laquelle vous allez l'utiliser. En fait, c'est ça qui déclenchera votre sortie et potentiellement qui aura un impact. Si vous utilisez un mot français qui veut dire 10 choses à la fois et que vous faites une phrase très courte, bah, potentiellement, ça sera peut-être plus compliqué pour l'IA générative de vous sortir une solution, enfin, une sortie pertinente. Là où on va retrouver des mots anglais qui, eux, ont moins de similitudes entre eux. Donc potentiellement, il n'y a pas de meilleur langage, mais par contre, en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez faire avec votre sortie, peut-être qu'il y a des langages qui sont plus ou moins à même de vous aider. Mais je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait une réelle différence, à part pour des mots complexes avec 6 significations comme on peut avoir souvent en français ou même en espagnol. Voilà. Heu, alors là, Je on crois que arrive à Xavier, à tu la étais fin. en. Je vous propose, ouais, Xavier, je te propose de faire le mot de la fin sur, ce Wake Up Café. Ouais, effectivement, comme il nous reste 1 minute, moi je voulais juste vous partager quelque chose qui aura probablement aussi un impact très important côté product. C'est l'arrivée de code interpréteur sur ChatGPT. Alors aujourd'hui, c'est pour les versions payantes et vous pouvez l'activer en allant dans vos paramètres de compte. C'est un outil qui permet en fait à ChatGPT d'aller créer du code sous forme Python et ensuite de l'exécuter. Ce qui va notamment vous permettre de mettre par exemple de la donnée structurée sous forme de fichier Excel ou équivalent et de lui demander de vous sortir des graphes sur cette base-là et de faire des analyses pertinentes de la donnée que vous lui avez soumis. C'est très puissant. Et du coup, je vous invite à regarder ça. Je crois que ça ouvre vraiment un nouveau champ de possibilités
au-delà de ce qu'on était déjà capable d'explorer en utilisant la partie modèle de langue. Voilà pour cette ouverture. N'hésitez pas à revenir vers nous sur le sujet de l'utilisation de ces IA génératives, à la fois dans vos métiers, mais aussi dans vos produits. On est largement en mesure de vous accompagner sur ces sujets-là. On a des experts qui font ça très régulièrement et quel que soit finalement le métier qui est le vôtre. Et aussi, Merci. si jamais il y en a, si jamais certaines personnes souhaitent travailler sur le prompt, on va mettre en place une formation de prompt engineering. Donc potentiellement, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Ok. Bah, merci beaucoup Jean-Baptiste, Xavier, David. C'était vraiment super intéressant. On va de toute façon mettre à disposition le replay parce que c'était des concepts quand même assez techniques. Donc si vous avez besoin de revisionner, ne vous inquiétez pas. Moi, j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne journée. Et puis, comme l'a dit Xavier, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les contacter sur LinkedIn pour les externes ou sur la messagerie interne pour les consultants OnePoint. Merci. Si vous avez d'autres questions, Bonne n'hésitez journée pas à à les tous. poser dans le chat. Ouais, vous Merci à pouvez les poser tous. dans le chat et on peut y répondre de manière asynchrone. Merci à vous. Bonne À journée, plus. bon Merci pour la courage. presse. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne journée. Merci beaucoup.